Bonjour à tous, bienvenue sur Res Publica Universalis. Aujourd'hui, on va faire une introduction à la théorie marxiste. Et comme je pensais que le faire tout seul, ça serait un peu sec et un peu dur, on va l'illustrer avec un jeu vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle Grim Fandango. Désolé de vous avoir fait attendre. Je suis prêt à vous emmener maintenant. M'amener? Mais où ça? Alors, monsieur Flores, ne soyez donc pas si nerveux. Nerveux? Non. C'est seulement que votre accoutrement est un peu, disons, intimidant. Intimidant? Moi? Mais je suis votre ami. Je m'appelle Manny Calavera et je suis votre nouvel agent. Je n'ai pas besoin d'agent de voyage. Je veux rentrer chez moi. Ah, impossible, mon cher Celso. Vous êtes mort. Mais vous n'êtes pas seul. Tout le monde ici est aussi mort que vous. C'est pourquoi ce lieu s'appelle le pays des morts. Êtes-vous prêt pour la grande traversée? Non. Quelle traversée? Le grand voyage de l'âme en 4 ans. Je ne vous cacherai pas que le chemin est long et qu'il peut être très très dangereux. Sauf si vous utilisez l'argent avec lequel on vous a enterré pour vous offrir un de nos forfaits. Grim Fandango est donc un jeu vidéo des années 90, produit par LucasArts. LucasArts, grande compagnie de jeux vidéo, qui s'est fait connaître dans les années 90 pour sa production de point and click, des jeux vidéo d'aventure où vous contrôlez des personnages. Ces point and click avaient tous en commun le fait d'avoir des scénarios originaux et un humour assez particulier propre à la maison LucasArts. Ce qui fait que ils ont fait sa célébrité durant cette période-là. Grim Fandango est un peu le pinacle du genre, malheureusement un pinacle qui arrive aussi au moment où le marché fait que le point and click n'est plus le genre de jeu vidéo dominant. Et LucasArts décide de prendre un grand tournant économique à ce moment-là, en mettant fin à la production de point and click pour se concentrer sur des jeux à licence Guerre des Étoiles. Et erreur stratégique absolue, LucasArts depuis a été revendu à Disney et a fini par disparaître. Donc il n'y a plus de LucasArts aujourd'hui. Vous incarnez Manny Calavera, un agent de voyage un peu spécial puisque son travail consiste à amener au pays des morts les personnes décédées et à leur trouver un moyen de locomotion pour traverser ce dernier jusqu'au paradis. Fortement inspiré par la culture mexicaine et le Dia de los Muertes, le jeu, à travers 4 années de périple, vous fait découvrir un monde sombre, mais paradoxalement coloré. Un monde où le capitalisme et donc les luttes sociales et politiques des humains se sont bien évidemment exportées. Karl Marx, s'il est encore besoin de le présenter, est un intellectuel allemand du 19e siècle. Il s'est attaqué un peu à tous les domaines des sciences humaines, philosophie, politique, économie, histoire, et il a essayé de produire une théorie politique générale. Cette approche correspond au manque, en fait, à l'époque, de la gauche d'une conception théorique de la réalité. Donc Marx va inventer ce qu'on appelle le matérialisme historique ou le socialisme scientifique, en tant que méthode pour la gauche d'analyse du monde. C'est donc une contribution aux sciences sociales qui est très importante et qui entre en contradiction avec ce qui auparavant étaient les principales disciplines des sciences sociales, à savoir en particulier la philosophie allemande, l'analyse libérale faite par des théoriciens comme François Guizot ou Adolphe Thiers, et toutes les tentatives d'expliquer le monde, soit par une conception des idées, un peu comme Kant ou Hegel, soit sur une approche très individualiste, en expliquant que les hommes étaient libres, et donc par exemple l'histoire était faite par les grands hommes. Tout cela fait que Marx est probablement un des plus importants penseurs dans l'histoire de la gauche, et donc il est absolument incontournable que je vous en parle dans cette émission. Premier concept de Marx, la détermination. Alors ce qui est important dans l'analyse marxiste, c'est de dire que les individus ne sont pas complètement libres, que nous n'agissons pas arbitrairement. En réalité, quand nous prenons des décisions, c'est parce que nous sommes déterminés par le passé, c'est-à-dire les rapports économiques et sociaux qui ont eu lieu avant nous, les rapports, notre fonction telle qu'elle est déterminée dans la société par là où nous sommes nés, par la manière dont le monde s'est organisé, le fait de naître par exemple dans la société féodale ou la société bourgeoise n'est absolument pas la même chose.
Qu'on soit un serf ou un prolétaire, ça ne va pas faire que on ait la même façon de vivre. Il résulte de cette détermination qu'un grand nombre d'individus sont aliénés dans leurs choix, au travail, dans leurs conditions même d'existence. Les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. Ce concept se décline classiquement dans la théorie marxiste en deux ensembles. Déjà l'infrastructure, qui renvoie à tout ce que sont les modes de production et les rapports de production. Donc, en gros, tout ce qui est économique et qui surdétermine, on va dire, le reste de la société. La superstructure, c'est tout ce qui relève de la production non matérielle. Donc, on va y trouver d'une part ce qu'on appelle les institutions, État, justice, etc., les idéologies, les religions, les croyances de manière générale, tout ce qui est dans la sphère des idées collectives, mais également les idées individuelles, ce qu'on va appeler la conscience, et la façon dont les individus se représentent leur place dans la société. Tout ça fait partie de la superstructure, la superstructure étant déterminée par l'infrastructure, donc c'est-à-dire les rapports économiques vont déterminer tout ce qui à la fois relève de nos institutions, de nos croyances et aussi de notre conscience. Vous allez faire un très beau voyage, je vous envie. Alors dans ce cas, vous pouvez m'accompagner? Non, malheureusement, je ne pourrai partir d'ici qu'une fois ma dette acquittée envers les autorités. Travail communautaire, hein? En fin de compte, je ne suis pas si à plaindre que ça. Non, j'ai pas l'intention de moisir ici, mais c'est pas avec des clients de seconde zone comme toi que je m'en sortirai. Eh Manny, patron te demande de pas partir trop tôt ce soir. Il veut te parler sitôt qu'il sera revenu de son expédition. Il n'a pas à s'inquiéter. Je ne bouge pas d'ici ce soir. Aucun client valable ne m'attend. Où les dégote-t-il, ces types? Comme leurs dossiers sont nuls, je ne peux rien en tirer. Je ne vais quand même pas passer le reste de l'éternité à fourguer des cannes à des ploucs sans intérêt. Où sont les bons clients? Il me faut un saint. Je dois en trouver un riche et bien mort. Manny Calavera est un homme au passé inconnu. Après sa mort, il lui a été demandé de travailler au sein d'une organisation, le département de la mort, dont la nature exacte est inconnue. Est-ce une administration? Est-ce une entreprise? La diégèse de Grim Fandango est parfois assez confuse. Néanmoins, le fait que l'organisation soit passée d'une activité de service public à une activité lucrative est un élément essentiel du scénario. Manny est forcé de continuer à travailler pour la compagnie du DDM jusqu'à ce qu'une dette dont il ne connaît pas lui-même le montant ni les raisons soit acquittée. Manny se définit donc lui-même avant tout comme un travailleur. Privé de la maîtrise de son sort et de la possibilité de traverser seul le pays des morts jusqu'au 9e monde, Manny n'agit pas par seule contrainte, disposant d'une personnalité forte et d'une mentalité d'entrepreneur. Il embrasse son métier de vendeur et les valeurs corporate de celui-ci, quand bien même il n'en voit pas le sens ni la rémunération. Ex-vendeur à succès, sa conscience personnelle de l'injustice qu'il subit n'apparaîtra d'abord que comme une irrégularité dans la façon dont se déroule la mécanique huilée de son travail. Deuxième concept du marxisme, la division du travail. Elle est consubstantielle au développement d'un mode de production moderne qui est de plus en plus massif et spécialisé. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire la division du travail? Ça veut dire que vous travaillez sur une partie de plus en plus petite du produit final. Donc, soit sur un projet ou sur une pièce dans une usine, chaque ouvrier travaille de plus en plus sur une seule tâche de plus en plus réduite. Cette division du travail dans le marxisme est aliénante, puisque non seulement elle produit de la hiérarchie, qui va diviser les personnes entre cadres et ouvriers par exemple, mais elle est aussi aliénante dans la mesure où elle nous réduit de plus en plus dans des tâches de plus en plus restreintes et spécialisées, qui finissent par nous faire perdre le sens du travail et le sens de ce que nous faisons au travail. Et donc finalement, nous ne travaillons plus sur un projet d'ensemble ou sur une vision, nous ne travaillons vraiment plus que sur une tâche qui elle-même n'a plus aucun sens. C'est un boulot par exemple, alors que autrefois, dans les métiers traditionnels, il fallait créer un objet du début jusqu'à la fin, même si le mode de production était moins efficace. On m'a donné un seul but, une seule spécialité, un seul désir. Conduire! Ouf!
faire des vidanges et régler des allumages s'il n'y a rien d'autre à faire. Glottis est un démon de la vitesse, invoqué par la Terre elle-même pour venir en aide aux âmes humaines qui transitent par le pays des morts. Avec la mise en œuvre d'une société complexe et capitaliste, il a perdu sa vocation initiale et est confiné au rôle de mécanicien dans le garage du département de la mort. Il sera viré par la compagnie pour être sorti de son rôle social, suite à des modifications non autorisées sur les voitures de la compagnie et pour avoir assumé le rôle de chauffeur. Tu ne comprends pas, Manny? On m'a conçu pour faire ce boulot. Et ce boulot, c'était toute ma vie. C'est comme si on m'avait ouvert la poitrine pour m'arracher le cœur et le jeter au milieu de la forêt pour... Troisième concept du marxisme, l'aliénation. Et là, on va parler surtout d'aliénation au travail. L'aliénation, c'est le fait de perdre ses propres forces au profit d'un autre individu. En l'occurrence, Marx va surtout dire que dans la société moderne, les travailleurs perdent leur force de travail en se la soumettant à l'entreprise, au capitaliste. Donc celui qui contrôle les moyens de production, ils lui soumettent leur force de travail, et cette force de travail devient substituable, c'est-à-dire que ce qui autrefois faisait que le travail était une tâche pleine de sens et unique ne va plus être dans le système capitaliste. Vous êtes substituable en quelque sorte par un autre travailleur, voire par une machine. Le travail devient une forme de capital qui ne doit juste être renouvelé pour permettre à l'appareil de production à continuer à fonctionner. Il en résulte que l'individu agit selon des règles et un système qui lui sont extérieurs. Il ne choisit plus lui-même ses buts ni le sens de son action. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'aliénation. Manny Calavera a servi loyalement le département de la mort pendant des années. Il se trouve mis au placard, relégué à gérer les pires clients qui ne génèrent pas de revenus pour le DDM. Manny ne comprend plus le sens du travail, relégué à donner des cannes à des types minables, tandis que ses collègues enchaînent primes et bons clients. Rongé par le mal-être, l'anxiété de ne pas atteindre ses objectifs, Manny est un travailleur aliéné dont le libre arbitre ne s'exerce plus que dans le cadre de la mentalité corporate inculquée par l'entreprise. Alors, quatrième concept du marxisme, les classes sociales. Donc on va trouver plusieurs classes sociales, parmi lesquelles se répartissent les individus. Alors combien il y a de classes sociales? Marx dit entre 4 et 7, moi je vais en retenir essentiellement 4. On va prendre d'abord la bourgeoisie, qui est la classe dominante, puisqu'on a un ordre de la société qui est hiérarchisé. Donc la bourgeoisie, ce sont les capitalistes, c'est-à-dire ceux qui contrôlent les moyens de production. Vous ne pouvez pas y mettre tous les indépendants ou les artisans qui vivent chichement. On parle de gens qui contrôlent des usines, d'énormes moyens financiers et des banques. Voilà, enfin c'est des gros capitalistes, hein, c'est pas le petit commerçant du coin ou votre médecin de ville. Ensuite, on a le prolétariat. Donc le prolétariat, c'est une catégorie un peu fourre-tout où vous mettez tous les gens qui ne disposent que de leur force de travail à offrir. Ils ne possèdent ni biens, ni maison, ni moyens de production. Ce sont vraiment l'ouvrier qui loue son appartement, qui va à l'usine tous les jours, et c'est tout. Il a même pas une petite épargne ou un petit pactole. Ça, c'est le prolétaire. Vous allez y trouver aussi bien l'ouvrier agricole que l'ouvrier urbain, donc en usine. Ensuite, vous avez la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie, c'est toute la classe sociale des gens qui contrôlent à la rigueur leurs moyens de production, donc on va dire une profession libérale, ou des enseignants. Vous allez y trouver des gens qui éventuellement ont un petit bien, une maison, quelque chose, donc voilà, là ça peut être la classe moyenne en quelque sorte. Ensuite, il y a une quatrième classe sociale, donc Marx nous dit qu'elle est déclinante et en train de dépérir. Il s'agit de la noblesse et du clergé. Donc dans son analyse, il estime que c'est bon, les révolutions bourgeoises du 18e, 19e siècle ont réglé leur compte à cette catégorie-là et qu'elle est en voie de disparition. On a vu, si vous avez regardé le reste de mes vidéos, que c'était probablement sous-estimer un peu le problème. Mais
avec les outils qu'il avait à l'époque, il pensait que le cours de l'histoire partait sur une opposition entre prolétaires et bourgeois. Ce qui nous amène au 5e concept du marxisme, qu'on va appeler la lutte des classes. Comment va la bourgeoisie? Hector Le Mans, ou Maximino, incarne la bourgeoisie. Ces personnages ont choisi de ne pas continuer le voyage vers le 9e monde car ils se sont installés dans une position de pouvoir et de confort matériel. Ils recherchent l'accumulation à l'infini de richesses sans se soucier d'opprimer ou d'exploiter les autres. Hector, non! Des soucis? Très drôle. Gluttis, les abeilles des docks, les marins ou les mineurs et de nombreux figurants incarnent quant à eux le prolétariat, personnage collectif de Grim Fandango. Ils représentent essentiellement les âmes qui tentent de traverser le 9e monde ou d'y survivre dans le système injuste de la bourgeoisie. Magny et Domino incarnent quant à eux deux aspects de la classe moyenne, ne possédant pas d'outils de production et réduits à des positions subalternes. Ils affectent les manières de la classe bourgeoise, notamment par le costume, la façon de parler et d'être. Magny représente l'esprit entrepreneur honnête qui choisit à plusieurs reprises de sacrifier ce qu'il possède pour prendre le parti du prolétariat, tandis que Domino cède à la corruption et aux promesses du système, allant jusqu'à commettre meurtres et crimes par appât du gain. La 4e classe, celle de la tradition et de la religion, est représentée par deux personnages. L'un absent du jeu est un roi qui semble n'avoir aucun pouvoir réel, et de l'autre le gardien de la porte du 9e monde, qui juge les âmes et punit ceux qui trichent avec le système, et les règles propres au monde des morts. Elle incarne un élément merveilleux dans un jeu qui transpire par ailleurs de socialisme scientifique, ce qui en fait une synthèse intéressante entre fantastique et matérialisme. Le moteur de l'histoire pour Karl Marx, c'est la lutte des classes. Donc Karl Marx il fait une analyse qui est historique en fait des rapports économiques et sociaux, en même temps qu'il fait une analyse économique de l'histoire. Donc l'histoire de la lutte des classes, c'est essentiellement celle de la bourgeoisie qui a fini par apparaître notamment dans les grandes villes flamandes ou en Italie et dans les grandes capitales européennes, et qui s'est petit à petit élevé contre les classes traditionnelles, la noblesse et le clergé. Donc les bourgeois ont petit à petit pris conscience d'eux-mêmes en tant que classe, et ont petit à petit pris le contrôle de l'appareil de production économique jusqu'à se trouver dans une position où ils pouvaient faire une révolution bourgeoise pour évincer les nobles et le clergé. Parce qu'on historiquement, on prend l'exemple majeur de la Révolution française ou de la Révolution américaine. À la suite de ces révolutions, donc les effectifs du prolétariat sont appelés à se démultiplier. Et on doit voir dans la société du 19e siècle, et c'est ce dont Marx est témoin à l'époque, une augmentation de la paupérisation, une disparition des structures traditionnelles qui protégeaient le travail libre, donc par exemple les guildes ou autres, des associations de travailleurs indépendants en fait. Tout ça est en train de disparaître, il y a notamment aussi le phénomène de la dette qui se met en place, qui est une mécanique classique de domination des grands capitalistes. On a vu que c'était aussi le mécanisme de domination des grands propriétaires agricoles dans l'Antiquité. Si vous avez regardé ma série sur Athènes ou sur Rome, hein, c'est la même logique. Donc il y a un phénomène de dette aussi qui se met en place. Et quand la dette des classes moyennes finit par exploser, elles finissent par disparaître et à se fondre dans le prolétariat. Le fait que ça soit en train d'arriver en ce moment au XXIe siècle devrait nous inquiéter, mais bon. La petite bourgeoisie, en fait, ne peut pas suivre dans la consommation la grande bourgeoisie, dont elle affecte en quelque sorte les manières de consommer et les pratiques culturelles. Donc son seul recours pour continuer sans arrêt à suivre ce mode de consommation, c'est de s'endetter, ce qui explique en fait qu'au final, elles finissent par se paupériser et par se soumettre au salariat et à rejoindre ce qu'on appelle la classe des prolétaires en perdant ses biens, en perdant le contrôle de l'appareil de production indépendant qu'elle avait encore. Donc voilà le point un petit peu où on en arrive à l'époque de Marx. Pour lui, la suite de ce processus-là continue à travers une opposition entre ce qu'on va appeler le prolétariat et la bourgeoisie.
une opposition dans laquelle ce qu'on a appelé la petite bourgeoisie et les classes traditionnelles sont appelées à complètement disparaître petit à petit du fait de la polarisation des rapports de force économiques et sociaux. Les capitalistes, dont l'objectif est d'accumuler à l'infini de l'argent, devraient finir par, à force de concurrence entre eux, tous s'entretuer, et donc on va se retrouver à la fin avec un tout petit nombre de capitalistes qui contrôlent tout, et qui auront fini par soumettre par la dette, ou à soumettre dans leur système de production économique, le reste de la population. La clé de la lutte des classes pour Marx, c'est la conscience de classe. Classe en soi, classe pour soi, c'est-à-dire la capacité pour les individus à être conscients de leur place dans la société, mais aussi de leur capacité d'action pour changer cette société. Cette condition de conscience de classe est absolument nécessaire pour permettre aux individus de bâtir ce qu'on appelle un front unique et solidaire dans la lutte des classes. La seule classe qui, à ce stade, a atteint une certaine conscience d'elle-même, c'est la bourgeoisie, et elle a réussi à le montrer à travers la révolution contre le système traditionnel. Elle a montré qu'elle était capable de défendre ses intérêts collectifs et de les faire passer pour créer un système qui lui soit favorable. Alors évidemment, une fois la prise de pouvoir faite, les bourgeois vont se faire la guerre entre eux jusqu'à ce qu'il y en ait moins, qu'il reste plus qu'un petit nombre de bourgeois à la fin. Et là, c'est là que le prolétariat a une chance, lui aussi, de faire quelque chose. Le prolétariat, lui, est généralement dominé et réduit à ce qu'on appelle le lumpenprolétariat, c'est-à-dire un prolétariat qui n'a pas une conscience de classe, qui n'est pas capable de bâtir ce front contre la bourgeoisie dans la lutte des classes. Ce qui empêche les individus d'accéder à cette conscience de classe, ce sont à la fois l'aliénation produite par le système de production capitaliste, mais aussi dans la superstructure, tout ce qu'on va appeler les idéologies et les croyances. C'est pour ça que vous avez Marx qui est souvent cité pour dire la religion est l'opium du peuple, même si en fait il a plutôt une approche assez, je dirais, bienveillante de la religion quand vous lisez ses écrits. C'est effectivement un des systèmes, en tout cas la croyance de manière générale, et les croyances qui sont produites par la philosophie libérale, etc., sont des croyances qui empêchent les individus de se concevoir en tant que classe et pour affronter la bourgeoisie dans la lutte des classes. Parce qu'on va être sur des philosophies individualistes, par exemple, typiquement l'idéologie de l'entreprise, ou toute l'idéologie qui est produite par la culture du management, etc. On peut voir Grim Fandango comme un long processus d'accès à cette fameuse conscience de classe. Mani Calavera est initialement aliéné, son but n'étant que d'être réintégré dans le système, en gagnant son billet pour le 9e monde à la loyale. Il est réticent à soutenir les rebelles marxistes de l'AAP, concentrant son énergie dans sa quête personnelle. Je ne tiens pas à m'enrôler dans une organisation militaire, Sal. Je veux juste retrouver mon travail et gagner à l'ancienneté mon billet de sortie. Tu veux vraiment me ramener là-bas pour essayer de récupérer ton ancien poste? Ma seule mission désormais est de t'emmener, toi et tous les prisonniers, jusqu'au terme du voyage. Mais si je ne te sers pas de monnaie d'échange pour retrouver ta place, pourquoi avoir passé tout ce temps à me chercher? Mais il fallait que je te trouve. Je m'arrange pour te donner une seule mission. Et déjà, tu es en train de tout foutre en l'air. Mais petit à petit, il accède à la compréhension qu'il ne fait pas juste face à des individus pourris, mais à tout un système dont les règles inhérentes même de fonctionnement sont injustes. Aliénant les hommes, les réduisant en esclavage, accumulant les richesses par prévarication. J'ai démasqué un important réseau de corruption au sein du département de la mort. J'ai toute raison de penser que le bureau des acquisitions trompe les clients qu'il est pourtant censé servir. Je crois que quelqu'un prive ces pauvres âmes du destin qui leur est dû, Manuel. Ne leur laissant aucun choix, sinon d'entamer seuls et sans protection un chemin semé d'embûches. Comme des bébés, Manuel, comme des bébés. Comment peux-tu enfermer des petits-enfants? Crois-moi, c'est plus facile à enfermer que des grands enfants. Si un jour j'avais osé parler comme ça à mon chef, Hector... Tu as tué mon meilleur ami. Le démon? Manny, on peut se servir d'un démon comme chauffeur, comme messager, comme serviteur.
Mais on ne peut pas songer à s'en faire un ami. Ce n'est pas naturel. Il fait l'expérience lui-même du prolétariat comme balayeur, s'élève par son travail libre à des responsabilités qu'il n'hésite pas à sacrifier pour le bien commun. Appuie le mouvement ouvrier lors de ses luttes. Ah, qui arrêtera les gros bonnets de l'industrie? Ils construisent des navires avec le pollen des classes laborieuses. Nous devons riposter. Je vous demande de déposer vos outils. On va montrer au patron qui c'est qui fait le miel ici. C'en est trop. C'est drôle, j'ai toujours cru que les abeilles n'avaient que deux couleurs, le jaune et le noir. Mais toi, je trouve que tu vires au rouge. Oh! Hey! Que faites-vous? On a le droit de se rassembler pacifiquement. Cool. Je vais t'emmener quelque part où tu pourras te rassembler tout seul autant que tu veux, camarade. Manny! Trouve-moi un avocat! Dépêche-toi! Morgan, ce ne sera pas une mince affaire que de libérer Terry de ses griffes. Il fait aussi l'expérience de la radicalisation de cette lutte des classes au fur et à mesure de l'aventure. La bourgeoisie, qui se contente au début de le virer ou de le sanctionner administrativement, se durcit alors que la rébellion de Manny prend de l'ampleur. Allez-y, par là. Ouvrez ces paniers à salade et embarquez-moi tout ça. Et qu'on me trouve Calavera. Je veux l'interroger personnellement. Arrestation et incarcération des abeilles grévistes, raid de la police sur son casino, bientôt la bourgeoisie envoie même des tueurs massacrer l'équipage du Limbe, le cargo dont Manny est capitaine. Je n'arrive pas à y croire. Hey! Il est revenu! Tue-le! Service des douanes, ouvrez cette porte. Ouais, nous allons vérifier vos sacs. Tout ira bien, capitaine. On ne risque rien ici. Bon, on place les charges explosives et on fout le camp. Mais au-delà de cette répression, le système ne cesse de se montrer séducteur et de tenter de récupérer Manny pour en faire un rouage de sa machine de production. Ainsi, Domino compte-t-il utiliser son ancien collègue pour gérer l'exploitation minière de Coro. Si c'est ce que tu penses de moi, alors pourquoi es-tu venu ici? Parce qu'il travaille pour moi. Il est sous mes ordres. Je savais que tu finirais par venir. Manuel Calavera s'arrange toujours pour faire partie de l'équipe gagnante, non? J'étais sûr de le voir arriver. Je compte repartir bientôt. Et avec tous ceux que tu retiens prisonniers. Manny, on n'échappe pas à cette île. J'ai bien peur que tu sois obligé de t'intégrer à mon équipe commerciale. J'ai besoin que tu me remplaces ici. Je dois retourner en ville, c'est là que ça bouge. Le système d'Hector LeMans ne gaspille pas non plus ses propres victimes, les envoyant miner du corail pour les faire disparaître. Sixième concept du marxisme, la révolution. Alors là, on va plutôt parler de révolution prolétarienne, pas de révolution bourgeoise. Alors, dans le système marxiste, la révolution, c'est ce qui arrive quand le niveau d'inégalité a atteint son climax, que les grands capitalistes se sont éliminés entre eux, il n'en reste vraiment plus qu'un tout petit nombre, et la petite bourgeoisie a disparu, donc il reste un immense prolétariat asservi par le système. Ce prolétariat, il pourra atteindre le stade de la révolution et renverser le système capitaliste seulement s'il arrive à s'unifier et à prendre conscience de lui-même en tant que classe sociale, donc de ses intérêts en tant que classe sociale contre la classe bourgeoise. Ceci n'implique pas nécessairement la violence, puisque l'objectif principal du prolétariat, c'est de déconstruire d'abord le système de croyance de la bourgeoisie, et donc toutes les idéologies et formes de croyances qui l'empêchent de prendre le contrôle des moyens de production, donc de prendre le contrôle de ce qu'on appelle l'infrastructure. Une fois que le prolétariat a pris le contrôle de l'infrastructure et en a évincé les capitalistes, il doit en découler logiquement et par déterminisme, puisqu'on est dans cette logique donc infrastructure, superstructure, l'infrastructure déterminant la superstructure, que la superstructure va aussi tomber. J'espère que tu réalises que ton dossier personnel en portera la trace.
Je ne te crois pas, Calavera. Je savais que tu serais un mauvais perdant. Ah, tu aurais dû suivre mon exemple, Manny. J'ai essayé de te montrer la voie, mais tu n'écoutes pas. Change ton attitude et regarde un peu ce qui pourrait t'arriver. La révolution, ça veut non seulement dire donc, que l'État tombe aux mains du prolétariat, mais également tout le système de croyance et aussi tout le système de conscience individuelle. Alors bien sûr, c'est difficile, tout ça ce sont des effets d'entraînement, mais donc il n'y a pas juste prendre le contrôle de l'État. Prendre le contrôle de l'État en tant que tel n'apporterait rien. Dans la théorie marxiste, ce qui est important, c'est de contrôler l'infrastructure qui détermine la superstructure. Ce sont les rapports sociaux et économiques au travail qui vont en fait déterminer la forme des institutions, aussi la forme des croyances qui sont partagées dans la société. Et donc, in fine, l'opinion et les croyances et la conscience des individus. Je m'arrête là dans cette introduction au marxisme, parce qu'après le reste, on n'est plus dans l'analyse de l'existant ou des rapports sociaux. Marx théorise notamment le passage au socialisme ou au communisme. Alors là, à mon avis, on tombe plus dans des projections utopiques, donc sur ce qui devrait être. Je trouve que l'analyse perd un peu de sa pertinence. Je vous en laisse juge, hein. C'est pas une critique sur le fait de parler d'utopie. On en parlera ici sur cette chaîne. Mais moi je trouve pas que ça soit particulièrement ni original, ni particulièrement réaliste en termes de perspective. Et même s'il y a tout un plan pour dire que justement il suffit de contrôler l'infrastructure pour déterminer la superstructure, je pense pas que ça fonctionne exactement comme ça. Mais bon, on fera ça une prochaine fois. Alors qu'au début, l'Alliance des âmes perdues, l'AAP, ne compte que 3 membres, le développement de son système de communication et de propagande, en vulgarisant son idéologie et alors que la domination capitaliste s'accroît, lui permet de se lancer dans la lutte armée. Hector Le Mans a éliminé tous les autres capitalistes et concentre désormais toute la richesse et tout le pouvoir. Malgré la trahison d'éléments de la petite bourgeoisie comme Olivia et la mort du leader de l'AAP, Salvador Limones, l'agent Calavera parvient à tuer Hector Le Mans, permettant aux membres du prolétariat d'accéder au 9e monde, laissant ainsi derrière eux l'ancien monde capitaliste. Voilà, j'espère que cette introduction au marxisme vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me laisser un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook ou sur Twitter. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt sur Respublica Universalis. Oh, Manny, je ne peux pas venir avec toi. Je suis un esprit de la Terre, tu le sais bien. Il m'est impossible de quitter ce monde. J'ai tellement à cœur de sauver les gens que je me figurais que j'allais te sauver toi aussi. Oui, mais je n'ai pas besoin d'être sauvé. Ça me plaît ici. Je ne suis plus seul et c'est grâce à toi. Et j'ai un nouveau job et de nouveaux amis. Un vrai conte de fées. C'est donc ici qu'on doit se quitter, non? Dans mes bras, Manny. Tu es le meilleur ami que j'ai jamais eu. Adieu. Manny, Oui? quand nous serons dans l'autre monde, Qu'y a-t-il, mon cœur? allons-nous être ensemble? Tu sais, mon ange, j'ai appris une chose dans ce métier. Personne ne sait ce qui nous attend au bout du chemin. Alors autant profiter à fond du voyage.